Bon, ben voilà, on va commencer. Donc, l'auto-hébergement. Donc, voilà. D'abord, s'il y a des personnes qui savent vraiment c'est quoi l'auto-hébergement au niveau, on va dire, un peu la philosophie pour adopter cette voie-là, vu qu'il y en a mille et une en informatique. Donc, qui est-ce qui sait c'est quoi vraiment le self-hosting ou l'auto-hébergement ou le self-hosting? Bon, ok. Oui, voilà. Bon. Bah, en gros, c'est pas que héberger ses fichiers chez soi, parce que alors sinon tout le monde fait de l'auto-hébergement, vu qu'à un moment donné, ben, on stocke bien des fichiers, mais c'est plus de les centraliser dans des applications à la maison. Et c'est là que c'est le gros, pour moi, la grosse différence, c'est que c'est les applications qu'on va héberger, et non pas que les fichiers. Et alors on va créer un écosystème de fichiers un peu d'applications spécialisées par rapport au type de fichier. Si on va dans l'Explorer, enfin dans voilà, l'Explorer de fichiers que tout le monde connaît, c'est pas très sexy et bah, des fois ça peut pas faire les mêmes fonctions qu'une application open source ici qui a été développée. Donc, mais ça c'est déjà très loin. Donc l'auto-hébergement c'est vraiment héberger ses propres services, plus les données évidemment qui vont avec, sinon bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, les avantages, ou on peut aussi dire la philosophie du self-hosting, de ce que j'en ai compris, c'est pas une vérité, c'est un partage avec d'autres personnes sur Belginux, qui est un site que j'ai fait justement pour centraliser un peu l'information du self-hosting, démystifier l'idée que c'est compliqué forcément Linux. Alors oui, il faut donner un peu de soi, et finalement quand on regarde sur un autre système d'exploitation, au début on a dû donner un peu de soi aussi, mais ça s'est fait il y a tellement longtemps qu'après ça nous paraît naturel d'utiliser Windows, macOS, Linux. Et bien là c'est pareil, il faut accepter que pendant un moment, voilà. Et justement, c'est pour ça que les avantages, il y a améliorer le respect de la vie privée. Alors on ne peut pas se passer de toutes les grosses sociétés, par exemple Amazon, voilà, on ne va pas héberger, auto-héberger Amazon. Voilà. Donc quand je parle de respect de la vie privée, c'est déjà d'éviter de publier sur par exemple plein de sites de cloud qui sont des fois gratuits et qui en 2 clics vous avez, voilà. Mais on vous demande, et ils ont des techniques pour ça, on vous demande des informations personnelles que vous n'auriez pas forcément données au premier plan. Et en plus, quand on voit en France la vague de piratage qu'il y a eu la semaine passée, qui était énorme, euh, ça rappelle aussi que héberger ces données, c'est pas mal parce que, surtout les données personnelles, quand je dis personnelles, c'est vraiment les photos, les vidéos de famille, les documents, les PDF, peut-être vos livres numériques, votre musique ou vos films. Enfin, voilà. Évidemment qu'on ne peut pas tout avoir chez soi, mais en tout cas, on peut sauver ce qui est quand même le plus intime. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, c'est une façon d'améliorer le respect de la vie privée. Et aussi, les applications open source n'ont pas pour vocation d'être truffées d'espions. Le code est ouvert. Après, il y en a peut-être qui pourraient essayer, mais en tout cas, c'est quand même clair pour tout le monde. Et souvent, les développeurs marquent dans les arguments no ads, no. Enfin voilà, pas de conneries, quoi. Juste l'application qui fait son travail et c'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est un avantage de l'auto-hébergement. Le contrôle sur ces données, là c'est pareil. Chez soi, on pourrait se dire, oui, mais moi je ne suis pas Google, héberger des documents, c'est peut-être un peu compliqué. Euh, non, parce qu'en réalité, une fois qu'on l'a mis dans des grosses sociétés, il n'y a pas Google, hein, bien sûr, vos données, déjà, ils sont plus à même de se faire attaquer parce qu'ils ont pignon sur rue et les hackers, en général, de votre vie et de la mienne, ils n'en ont pas grand-chose à foutre, à part peut-être des petits ransomware ou quoi. Mais tandis qu'attaquer des grosses sociétés, et ça s'est vu la semaine passée, hein, en France, il y a eu une vague d'attaques monstrueuses, des millions de données dans la nature. Voilà, il vaut mieux avoir chez soi une connexion à la maison où on se connecte en VPN. Comme ça, on ne doit pas ouvrir de services. Ils ne sont pas accessibles publiquement, mais vous pouvez quand même y avoir accès par un tunnel sécurisé de l'extérieur. Et ça fait une grosse différence parce que la majorité des bots ou des hackers, on va dire, franchement, c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose, hein. Voilà, ils vont tomber sur vos photos de vous à la plage, voilà, vous bourrez, je ne sais quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est une façon aussi de garder un contrôle sur ces données pour après qu'elles ne soient pas distribuées sur le net ou voilà. Alors soutenir les devs, bah oui, parce que finalement, quand on utilise une application open source, il y a des gens qui travaillent des dizaines et des dizaines d'heures, des milliers d'heures, pour faire quelque chose qu'ils vont finalement après vous proposer gratuitement. Mais cette fois-ci, c'est pas comme Google ou je ne sais pas d'autres sociétés qui vous proposent du gratuit,
mais c'est pas vraiment gratuit, il y a une contrepartie énorme à payer, on verra plus tard. Donc voilà, de soutenir aussi les gens qui choisissent la voie d'un code qui est ouvert, qui tombe aussi dans une culture que l'open source, souvent les gens disent oui c'est gratuit. Et ça aussi, voilà, et ça c'est pas évident de développer dans un monde où il y a aussi des fois une confusion entre open source et gratuit. Il y a de l'open source qui peut être payant, voilà, c'est tout à fait justifié aussi. Instructif et formateur, ben ça c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on commence de rien, comme moi et voilà, d'autres personnes, et que c'est pas un métier, ben, c'est massif parce qu'il faut apprendre un peu sur les réseaux, sur la sécurité, sur la sauvegarde, et puis bon, on tombe, moi qui viens d'un monde de Windows, à l'époque, il faut emmagasiner un peu la logique de, voilà, quand tu tombes sur le shell au début, voilà, tout, ça fait peur. Mais voilà, et donc avec un peu d'entraînement, ben, on peut vraiment arriver déjà à faire des belles choses sans que ce soit non plus de qualité professionnelle. Comme certains ici ont un bagage professionnel, ben, c'est sûr que ces personnes voilà, peuvent atteindre des objectifs de manière très scolaire et logique, tandis que nous, ben, on doit un peu faire des caca carrés pendant quelques semaines, des nuits blanches. Voilà, donc ça c'est... Hein, bah, au début, oui, au bout du quatrième, ça va. Oui, on verra plus tard, hein, les bonnes crèmes. Alors, la réduction des coûts, parce qu'à l'époque, on louait des serveurs et on montait en AirClone, Google en illimité, où on mettait des fichiers chiffrés. Et c'était 9 euros pour du cloud illimité. Bah, c'était beau, on s'est gavé, on mettait des dizaines de teraoctets. Mais finalement, le serveur, plus ceci, plus cela, ben, par mois, des fois, ça peut faire cher. Et on partageait aussi ce serveur pour faire des clouds, pour mettre nos données personnelles. Bah, sur un an, ça revient à 300-400 euros si tu ne prends pas une machine de merde. Hein, pas un VPS, on parle d'un serveur dédié avec bon, voilà, 16 Go de RAM, peut-être un Xeon. Voilà. Donc, au bout d'un an, bah, tu vois que tu peux presque t'être fait un serveur à la maison. C'est vrai, donc pour le même prix. Et après, tu peux le garder. Voilà, au bout d'un an, quand tu loues, bah, si tu payes plus, bah, c'est plus à toi. Quoi. Voilà. Donc, c'est aussi une façon de voilà, de pas continuellement payer des serveurs. Voilà, et utiliser des logiciels libres et open source. Pourquoi? Parce que bah, finalement, il y a énormément de personnes qui utilisent comme nous au quotidien, enfin qui manipulent leurs données. Et ils développent souvent, quand je vois certains débuts de projet, ils le font pour eux d'abord parce qu'ils ont simplifié une utilisation, une manipulation avec un dossier. Et donc, on va dire que c'est taillé aussi par des personnes qui font la même chose que vous, bien souvent. Surtout quand on voit par exemple Meli, ben, c'est pour faire avoir ses recettes de cuisine, Nextcloud pour héberger ses fichiers. Donc voilà, c'est des trucs qui sont vraiment pensés objectivement pour avoir un code source ouvert où des gens peuvent travailler ensemble sur GitHub, faire des commits. J'en fais de temps en temps, mais c'est pas du grand level, c'est plus des traductions ou quoi, ou quand je remarque un bug, je leur dis. Et ça aussi, c'est sympa, on peut discuter avec les personnes et pourquoi pas demander des nouvelles fonctions. Bien souvent, ils sont très contents parce que l'amélioration qu'ils vont faire pour vous, ben, ils la font pour toute une communauté et ça rend toujours le projet. Voilà, et ça évite qu'on s'endorme sur un projet qui dort. Bah oui, voilà. Bon. Donc l'open source, voilà, ça a aussi l'avantage, c'est que ça respecte plus votre vie privée. Il n'est pas censé être dedans pour une bonne éthique, des trucs qui vous pistent, etc. Voilà. En tout cas, pas dans un certain level. Par exemple, si vous mettez maintenant une application open source pour voir les statistiques de fréquentation de votre site web, évidemment qu'il va falloir prélever, voilà. Mais là, c'est normal, mais ça ne prend pas, voilà, ça vous demande pas des trucs incroyables, vu que c'est vous qui réglez le compte administrateur, vous l'installez où vous voulez, et voilà. Et en théorie, il n'y a pas de connexion bizarre. Voilà, ne pas dépendre des produits et services GAFAM. Donc maintenant, ça porte encore un autre nom, mais on va dire qu'on voit où on va en venir. Donc ce qui est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Pourquoi ne pas dépendre d'eux? Ben, moi, j'ai commencé à réfléchir à héberger mes fichiers le jour où Google Images avait décidé de passer de l'illimité à 15 Go. Et c'était pendant l'été, ils avaient communiqué assez peu, et j'étais assez distrait vu que c'était l'été. Et quand je suis revenu sur mon compte de Google Images, eh ben, j'ai perdu
l'illimité que j'avais. Alors oui, je suis en faute parce que j'étais au courant, j'avais vu un mail, mais j'ai passé, je me suis dit oui plus tard. Mais en entendant, voilà, les produits GAFAM, c'est aussi eux qui contrôlent comment vous utilisez finalement votre espace. Finalement, qu'est-ce que... Voilà, c'est très cadré. Depuis que j'ai mes fichiers chez moi, ben voilà, il n'y a personne qui m'a dit non, 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 c'est fini, maintenant tu peux plus héberger autant d'images. Donc ça c'est un piège aussi parce que vous n'êtes pas censé ignorer leurs conditions. En même temps, je ne les ai jamais lues parce que voilà. Donc on est toujours à un moment dépendant de leur bon vouloir s'il y a un problème. S'il y a une fuite de données, ben voilà, c'est tant pis. Et ça arrive, même à des grands noms du web, ça arrive. Donc c'est mieux parce que eux, enfin, des fois peut-être dans la tête des gens, ils se disent est-ce que vraiment c'est possible qu'une société investisse des millions et des milliards pour des serveurs pour que vous ayez un compte Gmail gratuit, que vous puissiez contacter quelqu'un avec Talk, enfin ou je ne sais plus à l'époque. Non, c'est pas possible. Si c'est des philanthropes, ben, ils sont bien généreux. Non, et le gratuit, ça fait qu'en général, en contrepartie, ben, on explique notre vie avec les positions GPS. Tout ce qu'on dit sur Internet par leur application, ben voilà, ça vaut du fric parce que, comme toute personne, on a des intérêts. Et voilà. Donc, eux, c'est un peu leur façon de faire, c'est de vendre nos intérêts pour être ciblés par la pub, etc. Voilà, ce que font pas les applications open source, en tout cas quand elles sont bien choisies, normalement elles ne sont pas censées faire ça, quoi. Et alors oui, forcément aujourd'hui on va parler quand même des ordinateurs, puisque c'est la base du serveur, en tout cas c'est au niveau matériel. Euh, bon, on verra, on va revenir après un petit peu. Et alors lier des liens d'amitié et partager son savoir. Parce qu'en fait depuis que j'avais décidé de publier un site qui est Belginux pour espérer aider des gens à progresser, à commencer ou même à faire des suggestions pour améliorer les tutoriels, etc. Ben, j'ai rencontré plein de personnes, dont aujourd'hui justement deux potes qui sont là, un vient de France et toi de Bruxelles, hein, de là. Et donc le self-hosting aussi fait que tout le monde met en commun ses petites connaissances et au final, ben, voilà, ça crée une petite communauté et si on a, c'est pas un qui a la réponse, c'est l'autre. Tandis que ben voilà, le professionnel, il est censé avoir la réponse. Ben nous, on doit des fois un peu se casser le cul, quoi. C'est pas pareil. Oui, alors ici, j'ai mis inconvénient, entre guillemets, c'est plus de la vigilance. À partir du moment où vous allez héberger vos fichiers, vous avez la responsabilité de quelques petites choses à faire au quotidien. Donc la maintenance, on ne peut pas faire tourner un serveur sans un minimum de maintenance. Donc par exemple déjà de faire les mises à jour, peut-être de les faire de manière automatique et de mettre à jour ses applications. Donc voilà, comme Google vous le demande si vous voulez mettre par le Play Store, ben voilà, ça marche un peu de la même manière. À la différence près que négliger par exemple des mises à jour de serveurs, ça peut aussi vous exposer à des risques de sécurité, donc il faut être vigilant. C'est pas tant un inconvénient, c'est normal quelque part, mais il faut être vigilant. La sécurité, donc quand, c'est ce que je disais tantôt, le self-hosting, c'est toucher à plein de disciplines qu'on n'a pas forcément l'habitude, et une qui est des fois un peu négligée parce que la sécurité c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est beaucoup voilà, les clés SSH, etc. Le fail to ban, donc fail to ban, pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est un anti-brute force. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de tentatives que vous essayez de vous connecter sur un serveur, vous êtes dégagé pendant un temps que vous aurez défini. Donc ça c'est très simple mais très important. Les clés SSH, pour éviter d'avoir Hyperion, à avoir vous authentifier à chaque fois, vous pouvez désactiver le compte-route. Donc allez, on va pas trop, mais c'est toutes des sécurités qu'il faut apprendre rapidement. Pourquoi voilà, parce que finalement, vos données, si vous ne les mettez pas un minimum en sécurité et que vous n'assurez pas la pérennité de vos données avec un backup, enfin, même plus qu'un backup, la règle des 3-2-1, donc c'est d'avoir 3 backups et 2 à un endroit différent et un en dehors de chez vous, au cas où vous avez un incendie, un vol ou quoi. Vous aurez beau avoir 20 disques durs avec vos backups, ben, si on vous les vole ou que ça flambe, vous n'avez plus de données. Voilà. Et donc évidemment, dans le cas du backup en ligne, on essaye de chiffrer ces données pour ne pas mettre ses photos intimes, etc. Voilà.
Et on évite aussi, oui, de mettre le backup sur le serveur, hein. Comme il dit, le serveur s'est planté, où est le backup? Bah, sur le serveur. Voilà. Donc, et c'est drôle, mais voilà, oui, ça arrive. Alors, que choisir comme matériel? Bah, à gauche, c'est un peu trop. À droite, c'est un peu peu. Voilà, ça vous situe. Donc, voilà, Linux, c'est pas gourmand. Donc, on peut faire tourner. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le serveur du Hackerspace tourne sur un processeur i3, 4 ou 5e génération, je sais plus, et 4e génération, je me souviens, merci pour le... et 8 Go de RAM. Enfin, voilà, c'est fini le support, c'est déjà mort. Donc voilà, donc c'est, on verra tantôt. Donc il ne faut pas grand-chose. J'ai des serveurs où le processeur il a 10 ans. Voilà, il est en 64 bits. Ou, voilà, une carte mère, c'est pas des trucs qui pètent vraiment pour rien. Donc n'hésitez pas à faire du recyclage si vous avez de quoi remonter un PC ou maintenant il y a beaucoup de PC reconditionnés pour 60 euros, 50 euros, vous avez une machine qui peut faire un serveur sans problème. Vous pouvez même l'acheter en éco-chèque chez Cash Converters pour 3 francs 6 sous. Ah ben voilà, donc en éco-chèque chez Cash Converters, merci, ben voilà, c'est parfait. Donc voilà, on peut commencer avec tout et rien. Ce qui est juste que, on va aller voir après, si je... Voilà, alors un vieux PC permet de commencer sans problème. En effet, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez faire même des serveurs DNS avec 3 fois rien de RAM. Ça tourne assez bien, vu qu'on fait ça sur des Raspberry voilà, très faibles. Donc il n'y a pas d'excuse, on peut à peu près faire, allez, avec même un truc pas puissant, on peut vraiment arriver à faire des chouettes trucs. Le processeur, là il faut faire attention parce qu'il y a des processeurs ARM et certains développeurs n'ont pas forcément assuré la compatibilité. Voilà. Donc voilà, en général, moi je prends un x64, ça consomme un peu plus, mais au moins quasiment tous les devs sur au moins ça. Bon, après, c'est pas. Voilà, mais ça, il faut en tenir compte. C'est pas forcément enfin, très contraignant parce que c'est rare quand il y a des problèmes, mais il y a certaines applications qui ne tourneront pas sur un ARM, qui tourneront sur. Voilà, c'est un peu ce que j'ai compris en tout cas. Le disque dur, alors ça, c'est peut-être l'élément qui doit être le plus fiable, encore une fois. Pourquoi? On peut récupérer, mais voilà, parce que c'est là que vont être vos données. Alors si vous commencez à faire du self-hosting sur des disques qui ne sont pas de bonne qualité, c'est risqué. Voilà. Ou alors il faut vraiment les passer dans les cristals, etc. pour voir comment ils vont. Euh, la carte graphique, ben, moi j'utilise juste pour monter le serveur, pour avoir une image. Sauf si vous voulez faire de l'intelligence artificielle, mais c'est rarement enfin, ce qu'on commence à faire au début en self-hosting, on essaye déjà de comprendre. Mais c'est vrai que si vous voulez faire un serveur maison avec de l'intelligence artificielle et il y a des programmes bien foutus qui s'installent facilement, bah, là il faudra une carte graphique, mais il faudra mettre le prix. Quoi. Voilà. Mais en général, une fois que le serveur est installé, vous pouvez retirer la carte graphique et vous n'en avez plus besoin. Voilà. Alors, justement, quand on a notre serveur, ben, on va peut-être avoir tendance à se dire je vais remplacer des applications donc propriétaires, pas open source, par quelque chose d'open source. Et à chaque fois, j'ai mis à gauche des services très connus et à droite des alternatives open source qu'il faudra tester un peu chacune parce qu'il y a autant d'alternatives qu'il y a de goût, et encore, c'est peu de le dire. Donc on a pour le moment qui est très en vogue Image, Photoprism, PhotoView. Google Drive, vous avez Nextcloud, FileBrowser, ShibiSafe. Google Music, vous avez Navidrome, Black Candy, Jellyfin. Voilà. Et encore, il y a 3 petits points parce qu'il y a encore beaucoup plus derrière. Mais on va dire qu'on parle des têtes d'affiche que tout le monde connaît, ou souvent. Oui, Google Keep, Vikunja, Memo, Joplin, Flatnotes, pour prendre des notes. Hein, donc, Google, ben, il y a SearchNG, Google, Ara. Donc c'est tous des moteurs de recherche qui vont pas vous pister, qui vont vous donner que la source. En fait, ça va faire proxy entre la requête qu'ils vont faire à Google et à vous. Donc ça va nettoyer toutes les crasses pour vous et vous n'aurez qu'un résultat propre. Alors Google Doc, bon, il n'y a pas, enfin, j'ai pas trouvé parce que c'est assez complexe comme sujet. J'en ai parlé avec Jorgen parce que Collabora, c'est vraiment la suite collaborative par excellence. Après, il y a d'autres applications, mais qui ont moins le niveau, on va dire, professionnel. Donc, par exemple, Etherpad, tu connais, hein.
voilà, on peut collaborer ensemble sur une feuille, mais ça, c'est pas collaborant. On peut pas commencer à ouvrir des fichiers de texte ou des tableurs facilement avec d'autres. Alors Adobe Acrobat Reader, il y a Steering PDF, Papermerge, Docspill. Les Apple Podcasts, il y a Audio Bookshelf, qui est une très bonne application pour même graber les podcasts quand ils sortent. Une fois qu'il est programmé, il va chercher pour vous les nouveaux podcasts. Et vous n'avez pas besoin d'aller sur toutes les applications de podcast. Vous avez votre podcast center, on va dire. Donc Audio Bookshelf, vraiment une très bonne application. Pinpods aussi, mais ma préférence irait à Audio Bookshelf parce que vraiment c'est développé depuis plus longtemps déjà. Et vous avez vraiment c'est très pointu, quoi. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je dis voilà, quand RTL Info, machin, ou je sais pas, et ben il va tout chercher, me met dans des dossiers avec des belles pochettes, et voilà, tout est à la maison. Alors, TeamViewer, bon, ça tout le monde connaît un peu, parce qu'on a toujours, enfin, souvent eu besoin de quelqu'un pour nous dépanner. Et ben voilà, Rustdesk, pour ne parler que lui, il est open source. Voilà, une bonne alternative aussi. YouTube, ben là, c'est pas de ça qui manque. Il y a FreeTube qui est non seulement un Docker container, une application pour téléphone, enfin PC, ça tourne sur macOS. Et en fait, ça vous permet d'avoir le flux de YouTube, mais sans aucune publicité. Et vous pouvez le régler aussi qui passe les trucs de sponsor, parce que des fois, c'est pas très respectueux vis-à-vis de la personne de devoir se taper un tuto limite avec 15 interruptions à la con. Donc, bon, voilà. Alors, voilà, Google exagère quand même vachement, donc des fois, c'est pas plus mal. Donc il y a FreeTube et InVideos qui tourne aussi sous Docker, qui est pareil, hein. Vous pouvez même joindre des YouTubeurs, hein, en vous inscrivant, mais sans passer par YouTube du tout. Voilà, vous vous abonnez à son flux, point final. Alors oui, Reddit, il y a Redlib, donc ça permet d'avoir tous les sujets, etc., mais débarrassé des publicités, etc., du pistage, hein, parce que Reddit aime bien savoir aussi ce que vous aimez. Et donc voilà, ça permet aussi de faire un écran entre vrai Reddit et votre instance locale qui va vous débarrasser de toute la merde en fait. Tumblr, il y a Privblur. Bon, moi je connais moins, mais je l'ai proposé sur Nginx. Google Maps, ben, il y a OpenStreetMap. Et on pourrait se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec des applications open source. Bon, j'ai mis qu'une partie parce que voilà, je pourrais continuer, mais c'est très varié. C'est pas confiné dans des petits trucs qui pourraient servir qu'à des développeurs ou à des personnes très avancées en informatique. Non, il y a du gestionnaire de mots de passe, du speed test. Vous pouvez avoir AdGuard Home par exemple pour gérer les DNS. Comme ça, vous filtrez dans votre réseau local à la maison toutes les pubs et vous avez un flux. Je disais oui, mais AdGuard, ça n'a rien à voir, c'est pas la partie technique de DNS, c'est du filtrage. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ce que je disais, donc ça filtre les pubs et voilà. Donc, mais il peut faire aussi résolveur DNS en local, par contre. Voilà. Donc, mais c'est vaste, hein. Après, tu vas trouver, je sais qu'il y a moyen de complètement avoir ton truc pour. il n'y a pas Hero là aussi pour les Raspberry Pi. Oui, voilà, c'est ça. Mais justement, là, je n'en parle pas, mais oui. Donc, ça fait du VPN, les flux RSS, serveur Minecraft, les notifications, faire des sondages, des wikis, le multimédia. Bah oui, il y a Plex, bon, qui n'est pas open source, mais qui est très connu. Hein, Jellyfin, mais voilà, mais je dis, dans le multimédia, bah, c'est pas de ça qui manque. Hein, c'est faire un blog. D'ailleurs, bah, Linux est fait avec Ghost, CMS. Donc, la gestion de budget pour vos recettes de cuisine, qui sont très bien foutues parce que vous avez même un timer, donc sur votre téléphone, serveur ou quoi, vous enclenchez. Quand c'est chaud, cuit, et bah, hop, ça sonne pas. Comme à la maison avant quand il y avait les timers. Ça doit pas être comment pour la recette? Pardon? Pour les recettes? Ah, les recettes de cuisine. Oui, Meili, je pourrais vous montrer après tout à l'heure justement pour l'installer. Et donc ça vous permet même, par exemple, si monsieur a intérêt pour la cuisine, vous allez sur un site, vous voyez une recette qui vous plaît. Au lieu de copier tout, vous pouvez prendre le lien et Meili va prendre toutes les informations, les images, les temps de cuisson, et il va retranscrire ça pour toi. Tu n'auras plus qu'à sauver, ta recette elle est faite. Voilà, effort zéro, copier-coller un lien, voilà, c'est tout. C'est monstrueux. Alors, bon, voilà, automation.
Gestion de stock, voilà, si vous avez même un restaurant ou à la maison des produits périssables ou quoi, vous pouvez mettre des dates et quand ils vont être périmés, genre une semaine à l'avance, et ben, ils vous envoient une notification par mail si tu veux. Et tu sais que ah, ben, les saucisses elles vont bientôt courir toutes seules, quoi. Voilà, des trucs comme ça. Gestion de collection pour les livres, les vinyles, etc. Il y a des applications qui vous permettent de tout photographier, mettre une légende et tout, pour après peut-être ouvrir votre instance à d'autres passionnés et vous pouvez comme ça exposer des collections de tout ce qui vous est cher. Il y a le choix. L'automation, oui, comme enfin, et c'est très vaste encore une fois, mais l'automation de peut-être chez vous, la domotique, par exemple, la gestion du temps, parce que vous avez 10 000 applications pour les calendriers, etc. Enfin, les organisateurs de temps. Vous pouvez aussi sauvegarder des pages web de sites qui existent, peut-être, et sauver ces archives-là. Comme ça, vous pourrez émuler après la visite du site sans qu'il existe encore réellement. Donc ça permet des fois de sauver des pépites. Le monitoring de vos serveurs, de vos VM, votre santé, des utilitaires en tout genre, les backups bien sûr, synchronisation, les CV, la virtualisation, des convertisseurs de format, la double authentification, des apps de to-do list, alors ça aussi vous en avez 500, la gestion des URL, enfin voilà, l'impression 3D, ça touche tous les domaines. Et j'ai envie de dire que plus le temps avance, plus je vois que ça s'étend. Parce que ben, de plus en plus de gens commencent aussi à adopter ces solutions-là. Voilà, voilà. Alors, imaginons, vous voyez les tours là, vous retournez avec ça chez vous et vous dites je commence aujourd'hui, je lance pour la première fois mon serveur. Au tout début, il faudra choisir une distribution, un serveur, bon, Debian ou Ubuntu. J'avoue que je suis plus pour Debian, mais après, c'est voilà, c'est pas une vérité. Donc voilà, il faut déjà choisir un serveur. L'installer, donc en général avec une clé USB, ou si vous faites de la virtualisation par Proxmox, mais voilà, on va partir du principe que vous commencez à la clé USB. Vous installez Debian sur la clé USB pour qu'elle soit bootable. Vous installez votre serveur de votre choix. Bon, Belginux est taillé sur Debian. Donc c'est-à-dire qu'à part un ou deux détails à l'installation, pour le reste, on peut utiliser les mêmes commandes de toute façon sur Ubuntu. Donc que je sache, il n'y a pas vraiment de... Voilà, enfin, vu que Ubuntu est basé sur Debian, mais voilà. Donc ceux qui ont Ubuntu, vous pouvez aussi faire les tutos sans problème. Après, quand on a installé le serveur, ben, la première chose à faire, c'est de vérifier les mises à jour pour le sécuriser. Éventuellement avoir des pages de sécurité ou des applications mises à jour, des bugs réglés. Ajouter son utilisateur, donc par exemple moi Zarev, dans le groupe sudo et docker pour après pouvoir avoir des élévations de privilèges avec sudo pour pouvoir exécuter certaines commandes. Et comme notre objectif, on va dire, si on fait du self-hosting, c'est d'utiliser Docker, bah, autant se mettre dans son groupe, comme ça on peut aussi l'utiliser. Vous verrez après. Et installer Git, parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent passer par Git. Donc ça aussi c'est dans les tutoriels. Oups. Installer Docker. Bon après je pars encore sur Debian. Il y a 2 commandes pour le faire. Et 2 commandes pour vérifier que ça fonctionne bien. Il y a d'une part Docker et puis tous les plugins Docker Compose. Et tout ce qui sert à faire que Docker fonctionne bien. Donc 2 commandes et après bah, Docker est prêt à être utilisé. Et d'ailleurs aujourd'hui, le serveur qu'on a déjà fait pour la démonstration, Linux est installé, enfin Debian, mais pas encore Docker. Donc je vous montrerai tantôt que effectivement c'est pas très compliqué. Alors après, ben, installer une application sous Docker. Donc on avait notre machine, on a installé le serveur Debian par exemple. On a mis son utilisateur dans le groupe qu'il faut. On peut tout doucement se poser la question de ah ben maintenant je vais choisir une application. Donc choisir une application parmi les centaines d'applications open source, consulter la procédure d'installation parce que à chaque fois ben, c'est presque le même mais c'est pas toujours le même. Vérifier son fonctionnement évidemment hein, pour ne pas après avoir une installation bancale. Souvent, ben, il y a un compte d'utilisateur ou administrateur par défaut, il faut changer parce que ça veut dire que n'importe qui tomberait sur votre application sait déjà le login et le mot de passe. Et sécuriser son application, soit, ben, ça dépend, il y a plusieurs façons de le faire, la double authentification, le VPN. Alors là, on va faire une démonstration sur ordinateur.
Et alors une petite blague qui dit pourquoi les astronautes utilisent Linux. Donc c'est un humoriste dinosaure. Donc il dit ben, parce que dans l'espace ils ne peuvent pas ouvrir de Windows, de fenêtre. Donc voilà, il se prend un bide monumental. Ça te fait rire, c'est mignon. Bon, voilà. Alors ici on va passer, et alors c'est un peu compliqué parce que je peux. Voilà, ça va être moins facile du coup. Ah oui, donc il faut. Attendez, parce que c'est un peu. Voilà. Non, évidemment, vous pouvez pas le voir. Ah, voilà. Bon, attendez, hein, je vais un peu tailler les fenêtres un peu mieux parce que là c'est. Voilà. Et les sites à droite. Voilà. Donc ici, on est. Je vais me connecter au serveur qu'il y a ici. J'espère que ça va aller. Oui. Yes. Voilà, donc là on s'est connecté avec une clé SSH. Et merci encore Hyperion pour m'avoir sorti de ma merde. Voilà, parce que ce qu'il y a de bien aussi dans le self-hosting, c'est qu'on ne sait rien et on ne sait tout. Et voilà, donc moi des fois, ben, je ne sais pas la réponse et je demande à des gens qui savent tout. C'est incroyable. Donc, ici, on est connecté sur le serveur. Si on fait un petit ls donc pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les alentours, il n'y a pas grand chose. Donc on va aller dans SRV, c'est un dossier que je crée pour ensuite mettre mes applications. Donc dans SRV, je vais créer par exemple un dossier où je vais mettre toutes mes applications Docker dedans. Déjà parce que c'est plus facile pour moi de les retrouver. Donc je vais l'appeler AppData, c'est un truc qui est souvent utilisé. Alors on va faire sudo mkdir, donc on crée le dossier, voilà, appdata. Voilà, donc il me demande mon mot de passe. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, si maintenant je regarde, on a bien le dossier appdata. Je vais aller dedans, parce que dedans, voilà, je voudrais installer une application. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, là il y a que Linux, on va maintenant installer Docker. Ici, installer Docker, sous Debian 12, voilà. Donc il y a sur Belginux, on va à l'essentiel. Donc c'est pas forcément détaillé dans la technicité, mais ça vous guide au processus pour le faire. Donc ici, on va prendre, je dis là, en point numéro 1, copier-coller cette commande. Donc, pas de difficulté forcément particulière. Vous collez la commande sur votre serveur, vous lancez le truc. On valide en faisant Enter pour, oui, installer ce qu'on lui a demandé, installer Docker, les apt, etc. Donc là, il n'y a qu'à faire copier-coller. Bon, voilà. Et une deuxième commande, bon, j'explique à chaque fois le déroulement, et une deuxième commande ici. Voilà. Voilà. Et de nouveau, ben, on dit oui, hein, sinon c'est un peu con. Donc installer Linux, enfin Debian c'est très facile, il y a que ça prend quelques minutes. Installer Docker, ben, pareil, ça prend quelques minutes. Et après, on va voir pour justement un peu plus marrant, ben, les premières applications sous Docker. Bon, on ne voulait pas tout faire avant pour montrer que ben, c'est pas super compliqué à installer une fois que la distro est installée. Voilà, ça demande 2 clics, c'est pas énorme, mais voilà, ça prend un peu de temps si quelqu'un a un talent particulier. Bon, on va en attendant qu'il termine. Donc j'ai recopié et collé la commande qui est sur le site pour ajouter le repository et il met une erreur 404. Il y a une IP qui ne trouve pas. Il me dit download Docker Linux Debian Victoria Release.
does not have a release file. C'est sur quelle distribution? Linux Mint, donc c'est une base DB. Ouais, ben c'est ça. Alors toi, c'est peut-être parce que c'est basé sur Ubuntu Mind. Plus. Alors normalement, est-ce que tu peux faire apt install Docker déjà? Parce que ouais, tu vois, c'est des fois ces petites différences. Ah voilà, tu vois ici, ben voilà, ça s'est bien terminé. Et si Là, je... il est content. Ah là, il est content, voilà. Et après, il faudra que tu refasses la même chose, mais avec Docker et -compose. Parce que là, Belginux utilise beaucoup de Docker Compose. Il y a plusieurs manières d'installer un container, mais on va dire, je vais expliquer pourquoi le Compose c'est pas mal pour les débutants, et même moi, je ne suis pas un confirmé en informatique, mais ça fait longtemps que quand même j'utilise ça, mais j'aime encore bien parce que je vais vous montrer. Donc voilà, ici, on va vérifier que après avoir fait ça, donc tu vas essayer d'avoir aussi les composes. Hein, voilà. Compose, il est en train, ça a l'air marché. Ah ben super. Ici, on voit que Docker est actif, c'est une très bonne nouvelle, avec cette commande, hein, sudo service Docker statut. On fait CTRL-C pour quitter, voilà, donc vous voyez, vous rentrez dans le statut, et ben CTRL-C, voilà, ok, il est bien. Maintenant, pour le compose, pareil, voilà, Docker compose version, et on est en version 2.29.7, c'est parfait. Donc nous avons l'assurance que maintenant on peut passer dans le vif du sujet. Alors, dans le self-hosting, au début on n'a pas forcément beaucoup de services, mais après quelques temps ça devient compliqué de retenir toutes les URL. Donc une chose qui peut être bien à faire, c'est d'installer un dashboard, donc un tableau de bord. Je vais... Voilà. Donc comment on fait pour installer une application sous Docker? On a dans AppData, on a rien. Donc on va se dire, là je veux installer l'application. Vous allez voir la logique. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, la logique quand même, c'est pas trop perturbant. On va installer l'application Omar. Ben, ici, on va créer un dossier qui s'appellera sudo mkdir Omar. Voilà. On le liste, il est bien présent. On va dedans. Voilà. Et de nouveau, il n'y a rien dedans, en effet. Et on va justement, avec le Docker Compose, c'est un fichier en réalité qui va expliquer... En fait, avant, les installations en dur, c'était des fois compliqué quand même. Il faut dire ce qui est. Si tu commençais sous Linux et tu devais commencer à apprendre les dépendances et tout ça, au début, tu as déjà à peine une idée de ce que c'est les dépendances. Avec Docker, c'est simplifié parce qu'en fait, vous voyez, dans les volumes, donc là où ils vont mettre les données, après les deux petits points, vous avez une série de dossiers et à gauche, vous en avez une autre. Et en fait, le gros principe de Docker, on va dire, en tout cas au niveau amateur, quand nous, on veut jouer avec Linux, on sait que à droite, c'est ce dont Docker a besoin. C'est une image, en fait, du programme. À droite, c'est ce qu'elle a besoin. Et elle nous dit, à gauche, démerde-toi comme tu veux. C'est ton territoire. Si tu veux mettre les configs et les icônes quelque part, bah, tu dis où tu veux les mettre. Ça s'appelle la persistance de données. Alors, on peut voir ici qu'il y a des ports, le nom du container, l'image utilisée, et qu'est-ce qui se passe quand le container s'est arrêté. Bah, c'est les policy restart, bah, là c'est unlist stopped, donc quand il stoppe, bah, il redémarre tout seul. Sauf s'il a un bug, bah, tant pis. Là. Alors ça peut être utile quand vous démarrez un serveur, après un backup, que vous l'avez fait en étant éteint, bah, comme ça tous les services redémarrent sans que vous ayez à vous emmerder à le faire. Alors, donc ici, il faut créer un Docker Compose ou un Compose YML ou YAM, c'est pareil. Donc on ne s'embête pas, dans Omar, on colle la commande, voilà, et ensuite, coller ça dedans en prenant soin d'adapter les ports et les volumes. Bon, en général, cette étape, c'est plus pour dire, voyez où vous les installez, voilà, et on remplace évidemment le chemin de où on veut nous le faire, sauf si vous utilisez les mêmes chemins que moi, voilà. Et après, voilà, ça c'est le Docker Compose, on enregistre. Oui. Mais attends. Voilà. Et donc maintenant, si on liste, eh ben, on a le docker compose.yml. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est déployer. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux
préciser l'avantage d'utiliser Docker par rapport à une install classique? Alors, l'install classique, c'est quand tu vois, alors je vais t'expliquer, oui, en effet, pourquoi faire des Docker, parce que l'avantage de Docker, c'est la simplification du déploiement. Et c'est fait aussi pour ça, et en plus, tu peux le déployer sous Windows, Linux, même macOS. Hein. Donc, en fait, en dur, tu dois quand même reconnaître que c'est beaucoup de manipulation et tout. Ici, tu prends ton image et tu déploies un container qui va directement être opérationnel. Voilà. Tu ne dois pas savoir, par exemple, si on en verra après, tu dois avoir MariaDB ou quoi, mais toutes les informations sont dans l'image. Donc en réalité, tu vas un peu, ça va être plus facile pour toi vu que tu dois juste t'occuper de dire où il va mettre les données, tu vois. Alors l'avantage, c'est que c'est la simplification, parce que vraiment Docker c'est très facile à utiliser finalement. Alors moi je sais qu'au tout début que j'ai fait les premiers serveurs grâce à Mon Dédié, je ne sais pas si des gens ont connu le forum français Mon Dédié, non? Je sais que j'avais eu beaucoup de mal avec les installations en dur parce qu'il fallait des fois des dépendances, etc. Et au début, tu es là, vous avez la version Intel, mais c'est celle-là qu'il faut, mais elle n'est pas disponible pour votre... Wow, là, tandis que là, dans l'image, tout est compris. Donc toutes les tracasseries, on va dire, l'image les a. Voilà, il faut juste lui dire en réalité où installer tout ça, et ça fonctionne. C'est quand même vachement différent d'une installation en dur, je trouve. Et c'est pour ça que je pense le self-hosting progresse comme ça, parce que c'est devenu très facile d'utiliser des services sous Linux, plus respectueux de la vie privée et en ayant une facilité incroyable de le faire. Ce qui était en dur, c'est quand même, moi je trouve, c'est des fois très compliqué. Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Pourquoi Docker? C'est d'abord la simplicité, et pour les développeurs, c'est aussi, par exemple, ça c'est un informaticien qui m'a expliqué ça, quand ils font des concours, par exemple, et qu'ils doivent faire ça au niveau mondial, Coca-Cola ou quoi, par exemple, ils peuvent déployer des Docker, comme ça le concours, il est partout sur des petites machines, avec des points géographiques proches des gens, et ils peuvent te déployer ça à une vitesse incroyable. Ils ne doivent pas à chaque fois retaper, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça peut permettre de déployer rapidement des ressources. Et ça peut être bien aussi pour... le développement, comme ça tous les développeurs, quel que soit leur OS, ils peuvent avoir Docker et travailler dessus. Donc ça aussi, c'est un avantage. Mais dans le self-hosting, et pour les amateurs, le gros avantage, c'est que c'est facile à utiliser. Il faut dire ce qui est. Une fois que tu as compris un peu le Docker Compose, comme ici, tu vois, maintenant on va déployer justement le container. Donc nous on a Docker V2. Voilà, on met une simple commande qui va lui dire de déployer tout le container. Voilà. Il télécharge justement toutes les images, voilà, donc, pour le programme, et les plateformes, etc. Donc là, on a juste créé un Docker Compose, on a collé un Docker Compose qui explique tout ce qu'il a besoin. Et après, on va se rendre sur l'IP du serveur avec le port 7575. Pourquoi? Parce que dans le Docker Compose, il y a l'information qu'on va joindre le service sur ce port-là. Voilà, il est déployé. Donc maintenant, attendez, parce qu'il faut que je revienne ici. Pas par là, voilà. Ouais. C'est un peu compliqué. Attendez, parce que là, avec la souris, c'est... Voilà, devant. Alors, l'IP ici, je ne la connais pas du serveur, mais il n'est pas là. Fais l'IPA dans ton shell. Ouais, attends, parce que, en fait, c'est le truc, c'est perturbant. Ah, voilà. Alors... toutes ces sont... La deuxième interface NSP 0255, c'est ça? Ouais, attends, parce que moi avec le nez dessus, donc init, ouais, c'est l'IPv6, hein, 172, 23, 187, 141, voilà, ouais, bien vu. Ah, bon, voilà. Donc on colle
après l'IP de son serveur, tant qu'on n'a pas de domaine, on tape le port, je me suis planté, voilà, 75, et on arrive sur l'application. Voilà, là on est déjà sur le Docker qu'on vient de déployer, et on peut commencer directement à créer son nom d'utilisateur, son mot de passe. Voilà, bon, on va faire le test. Utilisateur test, s'il accepte un mot de passe test. Non, évidemment. Ok. Voilà. Et ici, voilà. Non, il ne veut pas non plus. Et il faut vraiment mettre un mot de passe. Voilà. Et ici, une deuxième fois. Étoile. Voilà. Et là, on peut continuer. Non. Voilà. Et ici, vous allez arriver sur votre dashboard. Donc là, on va le maximiser. Et de là, vous pourrez mettre tous vos services, avoir la météo, enfin, il y a des widgets aussi. Et vous pourrez avoir tous vos services et il suffira de cliquer dessus pour aller directement sur l'application de votre serveur. C'est assez pratique pour centraliser toutes vos apps et vous y retrouver. Alors après, par exemple, ici aussi, quelque chose qui est fort demandé quand on fait du self-hosting, c'est d'avoir ses photos. Une bonne application photo open source qui gère non seulement l'affichage de vos photos, mais aussi le backup de vos téléphones sur iOS ou Android. Donc vous n'avez rien à faire. L'application, dès que vous rentrez à la maison, elle voit que vous êtes connecté, hop, elle va prendre vos photos et vos vidéos. Alors, il faut toujours contrôler quand même, mais en tout cas, c'est assez puissant. Et donc ici, pareil, donc, dans le tutoriel, j'explique ici à chaque fois la création. Donc on va sortir de Omar, voilà. Et on va installer Emish. Donc pareil, créer le dossier Emish. Encore une fois, pour vous, si vous êtes bien, voilà, copier-coller. Voilà, on va se rendre dans le dossier d'Emish. Pourquoi? À chaque fois, pour aller mettre ce petit, enfin là, le Docker Compose. Ici, on va le récupérer directement avec la commande wget. Donc c'est-à-dire qu'on va télécharger le fichier que Emish a mis en place. Donc c'est facile aussi. Hop, voilà. On colle la commande, Enter, il a téléchargé le fichier, et on va récupérer le fichier .env. Voilà. Donc deux commandes à faire. Le .env, c'est l'environnement, c'est là où on peut retrouver des informations, enfin souvent très importantes. Les dossiers, les ports, le nom de domaine qu'il faut renseigner, peut-être des fois la base de données. Donc c'est un fichier assez important. Donc voilà, on le prend et maintenant, directement, on peut déployer l'application. Donc on a fait quoi? On a créé le dossier Emish. On a pris deux fichiers avec une commande. Et maintenant, on déploie l'application. Voilà, tu vas avoir un torticolis, c'est sûr et certain. Alors ici, pareil, on se rend sur l'IP. Voilà. Bon, évidemment, l'IP, c'est... Ah, c'est chaud de revenir ici. Voilà. Désolé pour les temps d'attente. Mais... Voilà, et en gros aussi, voilà, comme je disais, après à la fin, vous avez à chaque fois les applications qui se rapportent à votre système d'exploitation pour le téléphone. Ouais. Voilà, je crois que c'est bon. Non, pas encore. Donc ça c'est 22,83. Voilà. Voilà, voilà. Si on joue
autre question du coup. La granularité d'utilisation de Docker. Tout à l'heure, tu as parlé de Fade2Base. Je suppose qu'il n'est pas sous Docker. Non, Par défaut non, ça tu le Debian. fais en dur. Voilà, donc, et justement, à quel moment tu dis, bah tiens, ça. Parce qu'en fait, il y a vraiment, en effet, c'est pas bête, Fade2Base parce que c'est l'OS et une couche sur l'OS. Donc tu as Debian et au-dessus tu as Docker qui voilà, est comme une couche. Mais évidemment que indépendamment, Docker va pas trop se mêler de la sécurité de Debian. Lui, il est là pour surtout faire des applications. Après, tu as des applications de sécurité, mais je vais dire de base, tu protèges déjà la couche serveur et Docker qui est une autre couche qui utilise le noyau de Debian. Mais tu dois aussi en prendre soin, tu vois, à chacun des niveaux. C'est un peu comme, c'est un intervenant, tu as le serveur, puis tu as Docker, puis tu as à l'extérieur. À chaque couche, ben, tu dois adapter, et c'est comme ça que tu définis, pour moi, hein, je sais pas, c'est comme ça que je fais. Je protège l'OS avec Fade2Base pour éviter le brute force. Après, tes applications, ben là, tu vas mettre des certificats SSL, enfin, tu vois, à chaque fois, c'est à toi justement de savoir par rapport à ce que tu fais. Le début de Debian, c'est un peu la sécurisation, tu vois, tu mets tes clés SSH, ça c'est ce que tu fais juste après avoir installé Debian, normalement. Et après, tu passes à Docker pour justement t'éclater à mettre les applications que tu as envie. C'est ça le principe. Et on peut... Ouais, voilà, c'est vraiment un travail par couche, donc il faut prendre soin de chaque couche. Ouais, Voilà. justement, à quel moment Ben, Docker, c'est des applications. Donc, par exemple, pour regarder des films, pour écouter de la musique, pour lire tes documents, pour les classer, ça, c'est Docker qui va faire, tu vois, et il est, on va dire, propulsé par le noyau de Debian. Mais lui, il peut faire tourner des choses sans nuire à Debian, tu vois, parce qu'il est containerisé. Il travaille dans son coin. En fait, Docker, c'est un peu comme si tu avais voilà, une valise avec toutes tes chaussettes et quel que soit l'endroit où tu la mettes dans ta maison, ça reste dans le même environnement, tu vois. Et donc, c'est ça un peu l'idée de Docker, c'est vraiment d'avoir une couche environnement pour faire tes applications. Et le cœur, on va dire, qui fait tourner Docker sur Fedora, sur un serveur Ubuntu, voilà. Et c'est très lent à déployer, là. Désolé, c'est pas passé. Ah, c'est fait, pardon, c'était, voilà, bon, fallait le deviner. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez de nouveau sur l'IP, voilà, et bienvenue sur Image. Alors c'est de l'open source, mais je trouve que déjà là, d'emblée, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, je suppose, l'open source il y a 15, 20, 25 ans, c'était des fois un peu rudimentaire, les interfaces. On travaillait plus, je trouve, le code. Voilà, maintenant, les développeurs ont cette pression qu'il faut en plus, entre guillemets, pression, qu'il faut que ce soit beau et fonctionnel. Voilà, c'est... Qu'avant, l'open source était surtout fonctionnel, voilà, enfin, de ce que j'en comprends. Donc ici, vous arrivez sur Image, c'est mieux Google Photos, sincèrement, c'est beaucoup mieux Google Photos. Un courriel, bon, on va mettre ce que je mets tout le temps, voilà. Encore une fois, vous voyez, c'est peut-être anodin de créer un compte, mais vous le créez chez vous, ce compte-là. Ça, c'est vos informations qui sont chez vous et pas chez un provider. Donc ça peut être, dès le moment où vous faites votre compte, en fait, vous avez déjà la protection de vos données chez vous, quoi. À moins de faire le con et d'ouvrir le port pour que tout le monde y vienne, c'est en sécurité. Alors admin, on va être original, on va mettre admin. Ah non, c'est le mot de passe, pardon. Ouais. Voilà. Confirmer le mot de passe, donc on remet. Donc une fois que l'application est lancée, en général, c'est très facile de l'utiliser. Surtout le genre d'application, c'est pensé pour aussi. Voilà, voilà. Donc pareil. Donc mon compte est fait. Voilà, j'ai pas fait de faute si j'en ai fait une. Voilà. Et ici, voilà. Donc ici, on peut enfin directement se connecter, pardon. Voilà, et en plus, il est bien poli, il vous dit bonjour. Vous basculez, on vous demande si vous voulez, par exemple, un thème clair ou un thème sombre. Bon, moi, je suis assez fan parce que au bout de quelques heures, l'écran, ça fait mal. Vie privée, alors, Image est construit sur plusieurs modules et il peut soit, avec vos métadonnées, vous situer partout sur la carte où vous avez été, par exemple, et la vérification d'une version. Bon, voilà. Bon, ici, on va, par exemple, on va laisser, oui, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais enfin, pour vous dire que vous avez quelques questions à répondre. Modèle de stockage,
Activer le moteur de modèle de stockage. Bon, on va laisser comme ça par défaut. Le but, c'est pas trop de rentrer dans la config aujourd'hui. Et donc voilà, vous avez une application photo qui se connecte très bien avec votre téléphone, etc. Et vous avez énormément de fonctions, comme la location sur la carte, les favoris, vous pouvez faire des albums, et vous pouvez aussi, il y a à l'intérieur un moteur open source de reconnaissance faciale, donc vous pouvez même regrouper. Donc c'est pour ça que je dis, ça ne plaira pas à tout le monde forcément les outils qu'il y a dedans, mais tu peux les désactiver, tu n'es pas obligé de les mettre. Mais c'est chez toi aussi, c'est pas Google qui scanne la tronche de toute. Non, c'est toi qui le fais, donc ça c'est aussi son importance. Donc ici on va faire un exemple. Alors de nouveau, il faut que j'arrive à aller chercher ça va pas être facile. Attends. Je dois revenir ici. Donc ici on va commencer à mettre des photos et non évidemment. C'est le bordel. Attends. Ouais, comme ça, voilà. Ouais non. C'est pas évident. Alors, ouais, bon, ça va être un peu compliqué. Là, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à récupérer la souris. Ah, voilà. Donc, on va faire passer ça là-bas. Ouais, ici, je vais l'ouvrir. Ah, voilà. Et donc, ici, je vais virer ça parce que c'est pas utile. J'ai besoin de photos prises. Voilà, bon. Soit en effet, il fait un backup de votre téléphone, c'est pratique, ça peut même être prudent, ou alors vous pouvez ajouter des fichiers. Alors non, je crois que j'ai oublié de faire un truc, non, normalement, ah oui, voilà, voilà, bon, on va faire ça, ouvrir, voilà. Alors, je ne sais pas où il est. Ah voilà. Et donc là, il est en train d'apporter toutes vos photos ici. Il peut capter les doublons, donc ça c'est bien. Si vous, des fois, on a tendance dans un ordinateur à faire des dossiers, on reprend des photos, on copie, et des fois, ben voilà. Et ben lui, il va pouvoir analyser ça et vous dire, voilà, il y a un doublon, et il va vous demander laquelle supprimer. Donc par exemple, voilà, 2 doublons, voilà déjà. Et donc ça c'est une application open source, complètement gratuite d'utilisation et qui est très suivie par toute une équipe de développeurs. Voilà. Attendez. Est-ce qu'il sait repérer les doublons qui ont simplement été tournés d'un quart de tour? Ça arrive classique, elle est de travers, on la remet droite et après quand c'est pas un vrai doublon. Alors ça c'est une bonne question et je ne sais pas te dire très sincèrement. Par contre, je sais ils vont améliorer justement l'intelligence, on va dire, de l'application, de pouvoir détecter quand c'est une photo, pour regrouper les photos qui sont sur le même thème. Par exemple, tu es devant une montagne, tu prends différents angles, et bien si tu lui dis fais-moi un mélange de ce qui a une cohérence, et ben tu vas retrouver toutes tes photos. Voilà. Donc je ne sais pas il faudrait que je regarde, mais je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question. Mais je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'il se base sur les métatags, etc. Donc qu'elle ait été tournée ou pas, mais j'ai dit je pense. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Et après un moment, tu vois, avec le métatag, il met les dates, etc. Et il te classe directement tes photos. Voilà. Ici, c'est toutes des photos que je génère par intelligence artificielle parce que je suis une vraie merde en graphisme. Donc heureusement qu'il y a l'IA. Et donc, suivant quand je les ai téléchargés ou les métatags des photos, si vous faites ça avec vos photos personnelles, eh ben, il s'est tout classé et vraiment il est très puissant. Et après tu as comme ça, c'est assez sympa. Tu peux faire voilà, tu as aussi des slides, enfin bon, vous voyez, c'est très réactif et on parle ici qu'on est sur un vieux PC quand même. Hein, voilà, donc un i3 de 4ème génération. Ben, vous voyez, il n'y a pas de latence. Pourquoi? Parce que tout derrière est léger, c'est instantané. Voilà. Bon, même avec des grosses bases de données d'images, ça reste très rapide. Voilà, ça c'est une des applications qu'on peut aussi avoir en open source. Vous pouvez partager, inviter des gens à consulter votre album, enfin toute la panoplie de qu'est-ce qu'on peut faire avec un album photo. Voilà, donc c'est très puissant, c'est niche. Ici, je vois qu'il est 42. Bah, j'ai envie de dire que c'est un sujet qui est tellement vaste, varié et compliqué par moment de tout dire.
Je propose que pour ici, voilà, parce que à part vous montrer d'autres applications, voilà, j'ai un peu expliqué de ce que j'estime être le début et la fin d'une progression sous Docker. Et je vois que tu es tracassé quand même avec l'idée de Docker un peu, non? Non, je connaissais dans l'entreprise, mais justement, la question, c'est, je vois à peu près à quel moment tu utilises Docker, à quel moment il ne faut pas l'utiliser. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé pour l'instant directement sur mes serveurs. Après, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Non, mais par contre, c'est vachement bien. Ouais. Ouais. Et si je fais une application, moi, mais personnelle, ou même à la limite à des destinations professionnelles, si tu veux, j'ai pas de nécessité de déploiement, ça doit rester un seul endroit. Alors, sauf si jamais demain je dois changer de serveur de façon brutale, j'ai envie de dire. L'idée, elle est là, c'est-à-dire que si j'ai un problème à un endroit sur un site, pouvoir vite restaurer un autre site éventuellement. Ouais. Tu peux la dockeriser. Voilà, n'importe quelle application, tu peux en effet, comme il dit, dockeriser. Donc en réalité, et c'est là que ça devient intéressant, c'est juste que nous, on va dire les petits parasites un peu hors de l'informatique qui avaient envie de s'y mettre, on s'est dit, c'est super, parce que pour nous, c'est vachement plus simple. On fait nos Docker Compose et on peut en même temps s'attaquer à tous les sujets, parce que, c'est-à-dire la sécurité. Et à chaque fois, on essaye de grappiller un peu de connaissances pour arriver. Voilà, c'est déjà pas mal comme challenge, mais je comprends ton point de vue, mais c'est vrai que c'est à la mode parce que, je te dis... Ça coule de source, en fait, avec ouais. l'évolution de la technologie. Voilà, on a à chaque fois besoin, aujourd'hui on a l'ère du cloud, et forcément à l'ère du cloud, on a besoin de portabilité, de scalabilité et tout ce qu'il y a derrière. C'est vrai que c'est fort... Et du coup, vu que la plupart des Docker sont en format web, donc plutôt que de déployer une machine avec le serveur web, l'Apache, l'Nginx, tout ce qu'il y a derrière et toutes les configs dépendantes ou autres, le fait de tout conteneuriser, d'avoir tout dans le conteneur, ça sépare le côté applicatif automatisé du côté fichiers qui sont propres à nous et indépendants de l'application. Donc du coup, on a une meilleure portabilité aussi, si on veut migrer d'environnement ou autre. C'est ça. C'est toute cette infrastructure de microservices cloud qui devient, grâce à Docker, accessible on-prem chez soi, sans même publier un service à l'extérieur. Voilà. Alors évidemment, ça ne reste que la couche applicative. Derrière, évidemment, il faut une couche sécurité, une couche réseau, il faut un DNS provider ou autre, et tout ce qu'il y a derrière. On peut pousser plus loin la sécurité en rajoutant du SSO, du 2FA, et toujours en auto-hébergé aussi. Voilà. C'est super cool avec la portabilité, c'est le partage, parce qu'en fait, on va demander à quelqu'un de reproduire un environnement, c'est lui dire tu fais git pull docker composer, bam, c'est fini. Voilà. Et ça, quand on travaille en équipe, même qu'on a besoin de feedback de quelqu'un, c'est mieux que de lui shipper le serveur par la poste en lui disant débug-moi ça, quoi. Si on peut lui préparer déjà le... Et en plus, ça permet vraiment, en effet, comme tu dis, d'avoir le même environnement à l'identique. Tandis que si maintenant, chez toi, tu refais, pour reproduire un bug, tu refais l'installation, c'est pas dit que tu arriveras au même résultat. Exactement. Tandis que là, on travaille vraiment sur les mêmes fichiers, la même image. Mais ça, c'est déjà un niveau professionnel. Ce que tu as expliqué, c'est très intéressant et j'ai pas pu le dire parce que justement, ça, c'est une bonne raison que je connais, mais je n'aurais pas pu l'expliquer comme ça. Mais moi, c'est le côté amateur. Nous, on l'utilise justement pour la facilité de déploiement, ce qui est quand même, qui justifie bien que Docker est réellement très puissant en termes de déploiement. On le valide nous-mêmes, je crois, à l'issue de notre plein gré, comme on dit, mais c'est vraiment ça l'idée. Et voilà, parce qu'avant, je te dis, les installations dures, j'en ai des souvenirs, ça m'a presque dégoûté de l'informatique parce que c'était moins unifié, quoi, tu vois, à l'époque, il fallait vraiment, Et si par malheur, tu avais déjà mis à jour un truc, tu pouvais pas forcément, et ça règle tous ces problèmes-là, Docker. Et pour les amateurs, parce que c'est ce que je suis, c'est une mine d'or, parce que je peux vraiment m'éclater à produire et plus trop... Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais alors tu passes à côté de Linux. Non, parce que t'inquiète que j'ai dû monter des dossiers, monter des disques durs. Enfin, t'apprends de tout, t'es obligé, tu peux pas t'échapper trop facilement non plus, si tu veux bien le faire. Et justement, c'est ça qu'avec Belgénique, j'ai essayé de donner, donc de rendre ça gentil et abordable pour justement que tu te poses plus de questions. Parce que par exemple, tu vois, même si c'est très simplifié, simpliste, tu as après c'est moi qui commande, c'est un article que j'avais fait pour démystifier les commandes Linux, parce que quand je suis venu de Windows, je peux vous dire que c'est pas une légende,
ça fait quand même un peu peur. C'est vrai, c'est pas très chaleureux. Et justement, j'y suis arrivé par la douleur et j'ai voulu justement expliquer aux personnes les bases minimum, donc pour faire tourner Debian et Docker. Et il y a plein de commandes. J'ai pris pas de superflu, mettre à jour un serveur, créer un dossier, se déplacer dans un dossier, utiliser Nano et pas Vim, parce que ça c'est encore, voilà, le sourire en dit long. Donc j'essaie vraiment d'être sympa, parce que j'ai été sympa avec moi-même, parce que Vim, oui, je sais, deux petits points bas, Q, voilà. Oui, les puristes ont raison et ce sera toujours... voilà. C'est l'essentiel, les applications web accessibles à tout le monde. Voilà, et c'est ça. Et il vaut mieux promouvoir quelque chose gentiment que de frapper les gens. Hein. Franchement, là, j'ai quand même vu quelqu'un qui... Dans mon opinion et dans mon expérience, c'est que autant c'est très facile à déployer, ça rend la chose très accessible. Autant dès le moment où on se retrouve dans un cas particulier avec une migration qui passe mal d'une ancienne version à une nouvelle version, où il faut commencer à faire du recovery, ou simplement quelqu'un qui se dit je vais déployer un Docker et son réseau est en 172.17.00/16, ça casse. Et quand il faut commencer à débugger Docker, là par contre on pleure. Là vraiment. Si tu te cantonnes qu'à Docker et qu'au final, je sais pas, tu as besoin d'une DB, elle est déjà dans ton Docker Compose et tu as du Postgre, la test, tu passes d'une version 15 à une version 16. Ça marche un peu moins bien. Encore une fois, c'est le problème avec Docker, c'est que tu as un niveau d'abstraction supplémentaire et que si tu dois en plus débugger ce niveau d'abstraction-là, quand tu dois vraiment aller en bas niveau pour aller récupérer la sauce quand ça a vraiment cassé, tu as une couche d'abstraction supplémentaire qui va te voler dans les pubs. À ce moment-là, ça peut devenir problématique. J'aurais tendance à dire Docker c'est très bien, mais il faut backup. Oui, mais là de toute façon, je vais même dire que voilà, le backup c'est presque plus essentiel que le serveur en lui-même. Parce que ça, c'est des snapshots, tu fais des instantanés, voilà, bon, c'est pas un backup, mais voilà. Mais je l'explique justement sur Belginux, et regarde de nouveau, si c'était pas si important, voilà, dans les backups, on parle préparer son disque, notion élémentaire, préparer son disque pour accueillir le backup. On parle de board backup, de Restic, de AirSync, de Proxmox Backup Server, parce que quand tu as Proxmox, c'est quand même tranquillou, et de AirClone. Donc je pense que j'ai ouvert la voie à la ligne de commande, à l'interface. AirClone pour bien chiffrer tes machins, AirSync mode gentil, voilà. Et moi-même, quand j'ai fait ces tutos, j'ai dû aussi tout le faire pour que ça marche. Et c'est pour ça qu'il y a des screenshots, parce que je flash ce que je fais. Quand je l'explique comme ça, on dirait que ouais, le mec, il a tout ça dans sa tête. Ah non, pas du tout. Je dois à chaque fois moi-même, je vais revoir les tutos parce que c'est des commandes, voilà. En tout cas pour les profanes que moi. Mais voilà, donc c'est un bon bloc-notes aussi. Et voilà, j'aborde plusieurs méthodes. Comme ça, tu peux faire du Docker simpliste et tu peux aussi creuser du sujet un peu plus en ligne de commande, mais accompagné à chaque fois avec des screenshots et tout. On essaye de rendre à chaque fois la sauce plus... Il y a la procédure de restauration des backups. Alors oui, parce que c'est pas con non plus, mais oui, il y a parce que faire des backups c'est bien, les restaurer c'est mieux. Alors je suis tout à fait d'accord. Et alors voilà, restaurer un backup. Voilà, tu vois. Et non mais c'est pas bête parce que les YouTube. Il y a des procédures de rollback pour les conteneurs Docker. Pardon, excuse-moi. Des procédures de rollback pour les conteneurs Docker. Si tu fais du snapshot, la version précédente, si jamais on a vraiment. Tu fais une snapshot avant d'upgrade. Moi perso. Juste ton conteneur. Tu vois, si tu es en la test par exemple et qu'il est en version 12, ouais. Et que oui, tu le mets à jour ou tu le redéploies, tu es toujours en la test, tu passes en version 13, c'est parfait. Sauf que des bugs, ça arrive, c'est de l'open source, en même temps c'est de corriger aussi les bugs derrière, ton application n'est plus accessible, tu peux revenir en arrière, et c'est aussi une force de Docker, c'est pouvoir rollbacker ou jongler entre différentes versions, soit ta même appli, soit même de déployer d'autres conteneurs en fonction de ton environnement, pour avoir un environnement de test, un environnement de prod. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, oui, il y a dans les Docker Compose, bon, je ne le mets pas, mais il y a des fois des devs qui proposent la version dev, justement, pour pouvoir participer. Voilà, mais encore une fois, c'est un peu fait pour que ce soit moins rébarbatif que un truc en HTML avec tu vois, le système de réponse par mail où tu vois des trucs de... Voilà, sincèrement, et vaut mieux commencer par ça. Et après, de toute façon, tu vas être obligé de glisser vers des trucs plus ligne de commande parce que ça ne t'épargnera pas. Tu vois, même le fait d'installer Docker, tu devras quand même passer par 2 lignes de commande. Tu les as réussi, ça te met peut-être un peu en confiance, tu vois.
Et au début, tu vois ton application qui tourne, puis tu dis, je vais faire un backup, et tu peux aller à ton aise, tu vois, sans commencer directement par la théorie indigeste que peut être des fois Linux pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, hein. Voilà, j'ai plus rien à dire, ou sinon j'ai encore pour 2 jours à dire. Bon, c'est une très bonne base, et puis on pourra en discuter pendant 5 jours. C'est extrêmement vaste, un Docker. Voilà. Et en même temps, c'est très permissif, il y a toute la sous-couche derrière. Linux, Docker ou le self-hosting. Hein. Oui, ben c'est ça. Oui, voilà. Mais c'est souvent lié maintenant. Il y a tellement de façons de le faire, parce qu'il y a autant de façons de self-hoster que de façons dont les choses sont hostées. Même les cloud providers eux-mêmes, c'est du self-hosting scalé. Donc, c'est très vaste. Ici, c'est ta fondation, ce site. Justement, j'ai pas la prétention d'apprendre aux gens, mais de partager ce qui m'a cassé des fois les pieds et qui m'a fait des cernes pas possibles pour une foutue virgule. Voilà, bon. Et c'est ça, en fait, le but, c'est de donner envie. Voilà. Mais c'est certainement pas un site pour des informaticiens très. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je vais rien leur apprendre. Oui, peut-être découverte de nouvelles applications, tu vois, parce que chaque jour, plus ou moins, j'essaye de mettre des nouvelles applications. Donc c'est à la limite, voilà, la seule chose, parce que, voilà, mais c'est un truc pour susciter l'envie. Des fois, une méthode de travail, tu sais, les Docker Compose peuvent être rédigés de plusieurs manières, avec plusieurs versions. Voilà. On peut utiliser la variabilisation, éviter tout ce qui est répétition aussi, tu vois, donc de règles dans le langage YAML qui est proposé dans le Docker Compose. Chacun peut avoir une méthode d'écriture différente, et de management à ce niveau-là. Ça va être intéressant déjà de voir comment chacun travaille avec ça. Voilà, et comment il se l'approprie, voilà, parce que tu vas faire ta façon, monsieur la sienne, et en effet, il n'y a pas une façon, et c'est bien, parce que justement, ça permet à tous de trouver un chemin, voilà. Donc finalement, c'est très humain et très ouvert comme système, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, c'était ma première, désolé des fois pour les petits ralentissements pendant les poules. Voilà, bon, on a la fibre ici, Jorgen. Oui. 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 Limité ou... Non. Alors, la version officielle ou la version officieuse? Officielle, c'est en dehors. Oui, oui, on est limité, oui, on est sage. Voilà, il n'y a pas eu parce que c'est pas évidemment dans un groupe de hackers, donc si on remet le mot dans le contexte, qui aurait bidouillé, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de. On fait du self-hosting ici aussi. Hein. Il y a pas mal de ressources du Hackerspace elle-même qui sont self-hostées de. Nextcloud. Pardon. Nextcloud. Nextcloud, notre propre DNS qui est self-hosté aussi. J'ai vu ça. Oui. Nos serveurs email, on a une instance Matrix, on a plein de trucs qui sont self-hostés. Même une application qui nous permet de récupérer les codes pour rentrer dans le bâtiment. On met ça à jour quand il y a un rollover des codes. Nous, on se login avec nos logins mot de passe et on a accès à nos codes. C'est self-hosté aussi, il y a moyen de faire plein de choses. Et il y a moyen de faire plein de choses. Voilà. Ça résume le tout. Voilà, et tu vois, toi, tu as un niveau, j'ai vu tantôt, il a l'air bien. Monsieur aussi, on voit qu'il y a quelque chose. Et c'est ça qui. Boulot, quoi. Ah ben voilà, mais c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, on peut se côtoyer. Alors forcément, oui, je ne pourrais pas aller sur tous les terrains avec toi, mais il y a moyen de faire côtoyer le monde amateur, pro. Et je trouve ça sympa, tu vois, c'est toujours une bonne expérience. Parce qu'après, quand tu entends. Et c'est bien la preuve que Linux est vraiment ouvert un peu à tous les niveaux. Et je ne sais pas si vous savez, il y a une dame de plus de 70 ans qui fait des vidéos sur Linux. Oui, ah, voilà, tu la connais, c'est normal. Et c'est vrai ce que je dis, hein, et elle te dit 7 comme ça, et bon, vraiment âgée et tout. Et elle te parle, elle te fait une vidéo par semaine, elle te parle de FFmpeg, etc. Il faut l'avoir. Bon, j'avais dit, je vais mettre le lien, j'ai oublié, mais voilà, il confirme qu'elle existe bel et bien. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau à avoir, il faut juste peut-être des fois être bien entouré et avec les gens qui vont vous dire, bah voilà, là tu t'es planté parce que. Et c'est ça surtout qui est important. Tu n'as pas parlé. Mais une grosse différence entre Linux et les systèmes commerciaux, que ce soit du hosting, que ce soit le système d'exploitation en lui-même, et je le sais, je le dis avec un Mac, mais je suis resté pendant 6 ans sur Arch Linux avant, c'est que Linux ne joue pas contre nous. La plupart des services commerciaux jouent contre vous parce que l'idée c'est de finir à une transaction. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens apprécient le système à tout âge, c'est qu'ils utilisent l'ordinateur comme un outil pour arriver à leur fin et que l'ordinateur ne joue pas contre eux pour arriver à ses fins. Oui, mais c'est ça, c'est un peu jouer dans la cour d'à côté avec des gens qui veulent bien jouer au même jeu que toi, l'open source, et dire ok, je ne veux pas te baiser par derrière. Voilà, parce que le côté vil de certaines GAFAM, c'est justement de te faire croire qu'ils sont ton ami, mais c'est pas ton ami. Tandis qu'ici,
ben vraiment, c'est des gens qui créent dans le même état d'esprit que toi. Quand moi, je connais plusieurs devs open source avec qui je parle régulièrement, et c'est des gens qui utilisent leurs solutions, c'est des gens qui participent avec toi. Et il n'y a plus de différence, quoi, tu vois. Le savoir, après, ça devient autre chose. C'est le partage d'expérience. Et ça, ben voilà. J'ai du code moi-même dans certaines solutions open source que j'utilise, mais il y a des trucs qui, même étant partiellement open source, comme Android par exemple la semaine dernière, qui a changé ses guidelines et maintenant il n'y a plus moyen d'installer des APK custom, quoi. Ah oui, oui. Ils ont changé ça la semaine dernière, maintenant il faut passer par le Play Store, ils sont en train de faire une Apple. Et ça, c'était un truc que j'aimais bien. Installer les sources inconnues, quoi. Ah bah, ils payent. Ah ouais, bah, ils ont fait comme Apple, hein, maintenant c'est tout pareil. Ils ont rollout ça et maintenant bah, vous faites comme les autres. Oui, parce qu'avant, il y avait les fameuses sources inconnues, on pouvait installer des APK pour tester des jeux. Mais je pense qu'on est encore protégé en Europe parce que justement Apple s'est pris un gros procès dans la figure pour aller dans l'autre sens, mais aux États-Unis ils ont eu la surprise que du jour au lendemain ils ne pouvaient plus rien installer avec Android par exemple. Et c'était la force quand même d'Android, c'était de pouvoir faire ce que tu voulais. Non, mais maintenant même les Graphene OS qui a un fork complètement séparé, même Graphene s'est fait choper comme ça. La fracture va être de plus en plus nette hein, entre le self-hosté et le cloud. Et c'est pour ça que maintenant tu as l'émergence aussi de téléphones, il n'y en a pas beaucoup, mais où tu peux très bien utiliser Android sans avoir le Play Store. Ah non, mais même eux, ça a été poussé. Ouais, mais là, il n'y a plus le Play Store, tu peux mettre il y a des stores alternatifs maintenant. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais apparemment ils ont été obligés de l'installer. Ah ouais, donc ouais. C'est ça. Ouais. Eh ben, merci en tout cas. La méthode Microsoft, hein. Embrace, extend, distinguish. Oui, ben voilà, bon, bah, tu vois, ça profite à tout le monde. Ben, en tout cas, merci parce que voilà, j'aborde un sujet alors que je ne suis pas vraiment un professionnel et je trouve ça sympa de votre part d'avoir pris le risque d'inviter quelqu'un qui voilà, tâtonne, essaye de partager ces choses, mais qui n'est clairement pas. On a tous commencé, hein. Vous êtes tous bienvenus au Hackerspace, vous venez quand vous voulez. Bah, c'est peut-être ça, finalement, le plus beau message, c'est dire voilà, en Tu effet. n'as pas énoncé les dangers de la passion. Oui, alors. Parce que tu commences avec un Raspberry à 30 €, puis tu as une armoire 42U. Et pour peut-être la famille, au début, ça va. Et la famille, parce qu'au début, tu as le Raspberry. Ça n'attire pas l'œil, ça va, et puis il se augmente, et puis bah, ouais, tu te prends des reproches parce que. Le moteur du voisin, t'inquiète. Bon. Même le panneau photovoltaïque, ça suffit plus. Non, c'était chouette, hein, on a fait la compétition de celui qui avait le compteur qui tournait le plus vite de l'immeuble, j'ai gagné. Alors, le plus marrant, c'est quand tu as ton armoire 42U, que le con, pour tout ce qui va avec et tout, et qu'on te demande la place entière. Tu vois, j'allume la lampe à distance. Moi, actuellement, là, je host l'un des 3 miroirs de mise à jour de Arch Linux de Belgique dans ma buanderie et le seul d'OpenWRT. Alors, c'est hosté là, et à force de rajouter des serveurs, bah, maintenant ma ventilation ne suit plus. Donc, je dois laisser la porte de la buanderie ouverte, sinon ça surchauffe. C'est vrai que je me dis, bon, je vais peut-être le prendre, hein, ce sera peut-être bien, je vais aller le mettre quelque part dans un data. Oui. Ah, avec plaisir, vraiment. L'appli de cuisine, déjà, elle s'appelait comment? Maily, attends, si tu veux.